l'écran. OK. Donc, je me présente, là, Karine Bédard, je suis conseillère en éthique, aussi chef du service d'éthique au CHUM, éthique clinique, organisationnelle, éthique de la recherche, et Annie Brouillette, ma collègue, conseillère en éthique au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Premièrement, si tu changes, oui, on voulait déclarer nos conflits d'intérêts apparents, potentiels, réels. Annie déclarait là, qu'effectivement, elle collabore, c'est plus un intérêt que conflit d'intérêts potentiel apparent, qu'elle collabore avec les SCODI de façon régulière. Donc, ce sont des questions qu'elle traite de façon régulière. De mon côté, j'en ai pas de conflit d'intérêt potentiel et on n'y avait pas besoin d'avoir des mesures d'atténuation de nos billets ou de nos possibles conflits d'intérêt. Voilà. Sinon, notre objectif là, pour cette capsule-là, là, c'est de peut-être vous amener comment faire comprendre comment la réflexion éthique peut vous soutenir ou peut soutenir nos prises de décision cliniques au quotidien. Comment on le fait? En fait, là, la réflexion éthique en discutant de nos valeurs, nos valeurs personnelles, nos valeurs professionnelles, autant les différentes valeurs qu'on peut avoir selon les intervenants, puis les professionnels et les patients, leurs proches qui sont impliqués dans les situations. Et aussi d'identifier notamment donc les valeurs éthiques qui peuvent être aussi en tension dans l'approche de réduction des méfaits. Là, le cas était quand même intéressant. À chaque fois, je me disais, mais bon, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on priorise? Par où quelle problématique on commence, laquelle on traite? Donc, comment on fait ça? Mais on va essayer de vous présenter peut-être un outil de comment est-ce qu'on peut mieux structurer ces réflexions-là en équipe, puis prioriser ou se faire un plan de soins intégré ou cohérent, peut-être à partir d'un outil réflexif là, qui pourrait vous aider dans vos prises de décision. Je pense que vous le faites probablement de façon bien intuitive, mais d'expliciter un peu plus le processus ou l'outil réflexif, des fois, ça peut nous aider à prendre un pas de recul dans nos discussions sur comment on va construire notre plan de soins ou par quoi on va commencer. Voilà. Donc, en premier, prendre une décision éthique ou quand on intègre l'éthique dans nos prises de décision, mais l'éthique en soi, c'est une réflexion sur le bien agir. C'est un peu un moyen justement d'améliorer la qualité de nos prises de décision, puis surtout d'être capable de mieux les justifier, puis de mieux identifier aussi pourquoi on a pris telle décision et pas une autre, qui seraient les meilleures personnes après pour aller les mettre en œuvre. Donc, souvent, on est capable de bien répondre aux questions de quoi le faire, donc les différentes actions appropriées qu'on pourrait faire, mais pourquoi le faire, d'explorer les raisons derrière nos actions, puis les valeurs qui sous-tendent les motifs ou qui justifient pourquoi est-ce qu'on prend ces actions-là. Je pense que c'est aussi important parce que ça nous amène, en éthique, on est souvent dans plutôt comment bien le faire. Donc, d'être capable d'expliciter les raisons ou les valeurs derrière nos actions, mais ça nous amène à être capable de mieux les mettre en œuvre ou de les mettre en œuvre de façon peut-être différente ou avec une habileté relationnelle qui est peut-être parfois meilleure. Là. Voilà. Puis comme on l'a vu dans la situation, souvent, c'est pas une valeur qui est en tension avec une autre. C'est souvent différentes valeurs qui peuvent être en tension, dépendamment aussi de notre perspective de patient, dépendamment de notre perspective de soignant. Là. On a beaucoup entendu dans la vignette clinique là, son désir d'autonomie, de liberté, mais elle avait aussi des fois peut-être pas tout à fait confiance. Elle a eu des mauvaises expériences des fois dans le réseau. Elle aimait moins le suivi individuel. J'ai aussi, il y avait des questions sur nos responsabilités déontologiques, aussi notamment en termes d'équité de soins sur la longueur des suivis qu'on peut prendre, mais aussi nos responsabilités déontologiques par rapport à son risque suicidaire, ses médicaments, est-ce qu'on change les médications. Des fois, c'est plusieurs valeurs qui peuvent être en tension. Si tu changes la diapositive, là, ce qui nous amène des fois à se questionner, mais là, à travers tout le portrait, là, soit les problématiques alimentaires, ses problématiques de consommation, les tensions, les enjeux qu'elle vit avec sa famille, mais comment décider, qu'est-ce qu'on priorise dans nos valeurs, par quoi on commence en fait comme plan de soins aussi. Puis donc, pour vous aider là-dedans, je vais laisser la parole à ma collègue Annie qui va vous présenter un peu cet outil réflexif-là que nous, on travaille à partir des valeurs qui peuvent vous aider un peu à vous guider dans vos prises de décision.
Merci, Karine. C'est un exemple, hein. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris un outil que j'ai développé avec une de nos équipes en dépendance, le relais, là, qui est situé à l'hôpital Notre-Dame. Là, moi, je suis au sud du centre-sud, donc probablement des partenaires pour certains d'entre vous à certains égards. On s'assoit pas là, dans notre bureau comme éthicien, puis on se dit, OK, qu'est-ce que les valeurs, quelles sont les valeurs qui sont présentes, quelles sont et quelles questions devraient se poser. On le travaille toujours, on est en co-construction avec les équipes. Donc, comme je vous dis, ça, c'est un exemple. Je pense que plusieurs des questions que vous allez retrouver dans l'outil, vous allez vous dire qu'elles sont pertinentes dans votre pratique, mais je veux pas que vous pensiez que c'est un outil là, qu'on a développé pour utiliser à de tout acabit. Là, c'est vraiment, c'est parti d'une équipe qui avait besoin d'un outil particulier. Puis je vais aussi camper, en fond, cet outil-là. Lorsque l'équipe nous a interpellés, il se questionnait pour les très rares cas où, en réduction des méfaits, on était rendu à se dire, est-ce qu'on fait plus de tort que de bien? Est-ce qu'on continue ou pas? Et qu'est-ce qui ferait qu'on arrêterait, hein? On comprend qu'arrêter, ça représente de gros risques. Il y a beaucoup de notions d'abandon là-dedans. Oui, il y a des questions dans l'outil, vous pouvez vous dire, OK, on a l'impression qu'on essaie de se défiler. Ce n'est pas le cas, mais l'outil a quand même été bâti dans ce besoin-là avec l'équipe. C'est un outil d'aide à la réflexion clinico-éthique. On ne veut pas pelleter des nuages. Oui, on parle de valeurs, mais on parle, vous êtes là vous êtes des cliniciens, vous devez vous positionner sur les meilleures approches cliniques, une versus une autre. Donc, on reste ancré dans le clinique. Par contre, l'idée, c'est plutôt que de partir avec votre profession, vos meilleures pratiques, vos données probantes qui sont pertinentes à chacune de vos professions ou de vos expertises, on se dit, on se place dans une autre posture, on part d'une valeur, la justice, l'autonomie, l'équité, la responsabilité, puis on se repose quand même nos questions cliniques, mais avec une espèce de paire de lunettes un peu différente, ce qui peut vous aider à mettre en perspective ou à pondérer différemment ce que vous étiez en train de discuter en interdisciplinarité. Fait que c'est pas très sorcier, c'est juste une autre façon de le regarder qui aide quelquefois à préciser les éléments. Attention aussi, là, je l'ai écrit quand même assez gros. Il n'y a aucune valeur qui a plus d'importance qu'une autre, hein. L'outil, vous allez voir, il tient sur 2 pages, je vais vous le montrer. Il y a, je pense, 8, 9 valeurs. Il n'y en a pas une qui est plus importante qu'une autre. C'est à travers les questions, répondre en groupe, où à un moment donné, va émerger certaines valeurs qui semblent être plus importantes, plus heurtées, plus négligées ou favorisées dans la situation. Et ça vous permet de dire, OK, mais on voit vraiment que entre en tension telle et telle valeur et ça, encore là, ça change la posture dans laquelle, quelquefois, on va chercher des pistes de solutions ou on va choisir une orientation plutôt qu'une autre. Donc, il y a définitivement, quand on est rendu à se poser des questions de façon euh, plus poussée, ben, il faut s'allier des collègues. Nous, ce qu'on dit, c'est quand on est rendu à le faire, on devrait être à plusieurs en interdisciplinarité, les gens qui connaissent bien la situation, de façon à être capable aussi de retenir les questions qui sont pertinentes ou pas. Là, comme je vous disais, c'est un recto verso. Ça ne veut pas dire que toutes les questions là-dedans vont être pertinentes pour vous. Déterminer, ça va vous aider à travers ce questionnement-là à déterminer les valeurs qui sont prédominantes, qui sont en tension selon les réponses que vous allez apporter. Puis en étant plusieurs, ça vous permet d'amener des réponses plus raffinées puis de mieux les identifier. Ça va aussi vous permettre, parce que si on se dit que, bon, là, dans le cas de la vignette d'aujourd'hui, la sécurité n'était pas si prédominante, malgré qu'il y avait quand même les risques de passage à l'acte, on le comprenait, mais selon la valeur qui sera peut-être la plus négligée, les mesures de mitigation qui vont devoir être mises soit plus rapidement ou plus corsées ou plus fréquentes devront viser à stabiliser cette valeur-là, hein, la valeur qui est malmenée. Et à travers cet exercice-là, ce que ça amène, c'est de prendre une décision ou des décisions, mais surtout, ce que les équipes apprécient, c'est que ça leur permet de colliger les raisons qui légitiment ces décisions-là, parce qu'en répondant à chacune des questions, ils peuvent même y ajouter, ben, au nom de la justice, l'équipe a identifié que telle condition, telle chose était importante. Donc, c'est un peu l'idée de passer à travers l'outil, malgré qu'il peut avoir l'air de rebuter certains par le nombre de questions. Donc, je vous présente. Il y a c'est un recto verso, en fait. D'un côté, il y a ces 3 valeurs-là, et de l'autre côté, il y a les 6 autres valeurs. Donc, je reviens. Euh, le premier, le premier exercice qu'on fait avec une équipe qui nous demande un outil, c'est de choisir bon, bien entendu, les valeurs qui sont pertinentes pour eux. Donc, les 9 valeurs qui sont là ont été identifiées par l'équipe comme étant importantes dans leur pratique, importantes pour leurs usagers, leurs usagères, et
être inspirante également pour eux. Mais notre premier exercice, c'est de les définir parce qu'on parle de responsabilité. Pour certains, ça peut prendre une certaine couleur, pour d'autres, une autre couleur. L'autonomie est un excellent exemple. Nous, en éthique, chez nous, on a 3 pages de définition de l'autonomie. Donc, il faut qu'on retienne. Puis là, vous voyez que on se restreint à une phrase ou deux qui va résumer. Donc, c'est déjà un exercice en soi qui force les équipes à se dire pourquoi nous sommes là, quel est notre mandat, qu'est-ce que nos usagers ont besoin en termes de cette valeur-là. Donc, ça, en soi, c'est pédagogique et c'est aidant. Donc, vous voyez là, dans le grisé moyen, la définition qu'ils se sont donnée, exemple pour la responsabilité, assumer les devoirs respectifs de chacun, comme professionnel, comme équipe inter et comme usager-usagère. Puis là, il y a des questions cliniques qui vont découler de ça. Au niveau de l'autonomie, on peut se dire, OK, il faut que la personne puisse choisir pour elle-même. Mais non, pour cette équipe-là, c'était d'identifier si la personne elle est capable de comprendre et prendre une décision dans sa situation en considérant l'influence de sa condition particulière sur le caractère libre et éclairé de son consentement. Si on prend l'exemple de la situation d'aujourd'hui, le contexte familial, la dynamique familiale entrerait probablement là-dedans. Hein? Quelle est l'influence de certaines de ces conditions? On voit que la famille, depuis son très jeune âge, a joué, la capacité à s'autodéterminer était peut-être influencée à plusieurs égards ou la capacité de vraiment briller par rapport à ça. Donc, vous pouvez voir que cet exercice-là en soi permet déjà d'aller identifier des éléments qui vont être pertinents pour la situation, puis qui vont amener les gens à rediscuter autour de ça. Donc, la place de la famille, par exemple, pour cette jeune femme, comment ça affecte son autonomie, quelles mesures de médication pourraient être prises en compte. Puis là, c'est intéressant, dans les pistes de solutions, quelqu'un disait, ben, est-ce que ça devrait être encore son filet de sécurité? Est-ce que ça devrait encore être son moyen? Est-ce que c'est plus bénéfique que nocif ou préjudiciable? Alors, c'est encore un endroit où on pourrait le discuter. Ou encore, si je passe de l'autre côté, dans les autres valeurs, bien, on pourrait penser au niveau de la vulnérabilité. Hein. Dans la définition qui se sont données, il parlait d'identifier les facteurs de diverses natures qui fragilisent la capacité d'autodétermination de la personne. Fait que dans le cas de la vignette précédente, on est vraiment là-dedans. Est-ce que la famille est aidante ou pas? Quels sont les éléments ou les zones de vulnérabilité pour cette personne-là? On aurait à se positionner par rapport à ça. Donc, on le discuterait, mais sous un autre angle, en pensant aux aspects de vulnérabilité qui y sont associés. Donc, je ne peux pas passer à travers l'outil, ce serait beaucoup trop long, mais c'est juste pour vous démontrer comment il est construit. C'est sûr qu'il est adapté à une réalité de cette équipe-là. C'est une équipe qui travaille quand même avec les clientèles dont vous discutez à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis, ça n'amène pas ça n'amène pas à dire on a coché 5 puces dans cette valeur-là, puis 3 puces dans l'autre. C'est pas l'idée, mais il est vrai qu'au final, selon la quantité d'éléments sous chacune des valeurs qui va être ressortie ou qui va avoir pris beaucoup de place dans la discussion, on va être guidé vers quelles valeurs sont en tension et nous donner une impulsion peut-être différente ou une philosophie derrière le choix de ce qu'on va faire qui peut avoir une couleur différente malgré que ça reste ancré dans le clinique. Donc, ça, c'est l'outil. L'autre élément que souvent, ben, peut-être juste, pardon, avant de passer à autre chose, pourquoi on l'utiliserait? Ben, comme je disais, hein, c'est vraiment pour regarder la situation sous un autre angle, mais toujours ancré dans le clinique. Toutes les questions qui étaient là étaient d'ordre clinique. Ça nous permet aussi de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Hein. Quand on galère avec un usager ou une usagère pendant des mois, des années, à un moment donné, des fois, on perd, on n'est plus capable. Là. Moi, je dis qu'il faut faire le ménage des fois dans notre tête. Donc, l'outil peut nous aider à faire le ménage en retenant ce qui est pertinent. Puis même, on l'a dit, hein, pour cette jeune femme-là, juste avant, elle nous amène, elle change d'objectif, ou en tout cas, aux 2, 3 semaines, il peut y avoir un changement. Donc, au bout du compte, à force de l'avoir suivi à travers ces questionnements, des fois, on en perd un petit peu là, le focus. Donc, on se rassure de se recentrer puis de revoir chacune. C'est un peu comme une liste de coches et faits, un pense-bête. Et en même temps, de colliger les raisons derrière toute décision qui découlerait. Ça nous permet aussi de refaire le point après plusieurs tentatives, effectivement. Donc, souvent, on va avoir fait un petit bout par là, un petit bout par là, et on en vient à se dire, OK, là, on fait un 360 pour bien
s'assurer qu'on n'a rien oublié encore. Et en le faisant en équipe, ça nous permet aussi de s'assurer qu'on a vraiment tous et toutes la même compréhension des enjeux parce que souvent, de par soit notre expertise ou par les moments où on a eu à interagir avec la personne utilisatrice, bien, on va peut-être avoir développé une compréhension plus poussée d'un élément puis pas des autres. Alors, on fait une mise en commun qui est bénéfique pour tout ça. Et en ayant tout sur un recto verso, ça nous permet de le faire de façon quand même assez rapide, assez efficiente pour ne pas passer des heures et des heures non plus là-dessus. Donc voilà pour l'outil. Des fois, les équipes, ils nous disent, bien, on a utilisé l'outil, on voit nos valeurs qui sont soit malmenées ou que l'usager ou l'usagère tend à défendre ou que l'équipe veut défendre, mais on est rendu à un Y. On est rendu à une croisée des chemins, on a une décision à prendre ou encore, on a trois options d'intervention possibles, puis on n'est pas certain. Elles ont tous des bonnes raisons, des aspects positifs, d'autres et des aspects négatifs. On aimerait vraiment se mettre ensemble et choisir une option, le pourquoi et le plan de match. Donc, on va, dans ce cas-là, beaucoup plus leur proposer une délibération éthique, ce que les gens appellent communément des comités d'éthique ou peu importe, où là, ben, on outille quand même nos équipes à le faire eux-mêmes. C'est un peu l'idée de la grille là, qu'on vous présente. Par contre, je vous dirais que très souvent, ils vont interpeller là, leur service d'éthique parce que ça exige quand même une rigueur et une souplesse à la fois, donc d'être capable de suivre de façon rigoureuse le processus de réflexion éthique, mais en même temps être capable de se promener à l'intérieur parce que c'est pas linéaire. Comme toute intervention clinique, ce n'est pas linéaire. Donc, la délibération, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle la méthode de Doucet ou la méthode des scénarios, où là, on veut vraiment, comme je disais, trancher. Quand on a tout essayé, c'est vraiment rendu complexe, on n'est plus trop certain, puis on se dit, OK, là, il faut qu'on se fasse un plan d'intervention qui peut mener à quelque chose de plus, peut-être plus important pour vraiment légitimiser également, pardon, la décision en groupe à travers le développement du sens commun, puis pour ne rien oublier. Donc, la première étape, c'est vraiment de revoir les faits. Puis ça, vraiment, des fois, on a tendance à escamoter euh, euh, étape-là. Mais encore là, quand on est rendu à ne plus savoir exactement où on veut aller, habituellement, c'est qu'on a essayé beaucoup de choses. Ça fait un bout de temps qu'on est avec cet usager ou cette usagère. Donc, de revoir les faits puis de conserver seulement ceux qui sont pertinents aujourd'hui, c'est important parce que des fois, on a beaucoup de, de, de statique sur sur le cerveau. Et ça implique aussi de regarder les aptitudes et les limites de toutes les personnes en place. Et ça implique aussi vos aptitudes et vos limites en tant qu'équipe ou en tant que professionnel, celles de l'usager, l'usagère, mais aussi autour. Tu sais, pour madame, on pourrait voir les limites du soutien familial qui a été énoncé. Est-ce que c'est une aptitude? Est-ce que c'est une limite dans son cas? Elle a quand même des aptitudes, hein. On a vu qu'elle est capable de gérer le stress au travail. Elle est capable, elle s'est trouver des stratégies, mais elle le fait moins dans sa vie personnelle. Donc, il y a certainement des aptitudes à aller chercher là. Donc, quelles sont les aptitudes et les limites? Puis, quels sont les éléments déclencheurs? Hein? Puis, Joliane, tu l'as vraiment bien résumé, tous les éléments déclencheurs chez cette jeune femme-là. Donc, c'est intéressant. Fait qu'on fait le ménage, on revoit ces faits-là, puis on conserve ce qui est pertinent. Ensuite, on regarde les valeurs pour l'usager, l'usagère, les intervenants, les proches, si on souhaitait que sa famille soit impliquée dans la réflexion, et aussi celle de l'équipe. On a un mandat comme équipe, on a des valeurs d'équipe, celle de l'institution également. Donc, on regarde toutes ces valeurs-là, puis on regarde celles qui peuvent se rejoindre, puis si elles ont peut-être des définitions différentes. Donc, cette jeune femme-là, sa valeur d'autonomie pouvait peut-être être différente de ce que la valeur d'autonomie pour les intervenants est. La notion de responsabilité est très certainement vue différemment. Hein. Si on pense que le CRDM dit qu'elle doit se responsabiliser, je suis certaine que cette jeune femme-là, elle considère qu'elle se responsabilise à bien des égards et elle le fait. Donc, la définir va des fois nous aider. Et ensuite, à partir de ça, on se dit, OK, quels sont les scénarios possibles d'intervention? Puis là, on dit trois ou plus. Le plus, mais en fait, pas moins de trois, ça c'est certain. Sinon, on a un scénario parfait puis un scénario catastrophe. Ça nous mène à rien. Donc, d'aller à trois scénarios nous force à être plus créatifs et plus précis également. Sinon, on a tendance à avoir un scénario un peu vague qui englobe beaucoup trop de choses. Ils doivent être réalistes.
des fois, comme équipe, on veut tellement amener notre usager, notre usagère à quelque part qu'on n'est pas très réaliste, ou voire même l'usager, la personne utilisatrice elle-même n'est pas réaliste parce qu'elle peut faire partie de la délibération. Donc, ils doivent être bien sûr acceptables tant d'un point de vue déontologique, humain, sociétal. Là. On s'en va pas dans, oui, on va être créatif, mais on s'en va pas dans des choses qui ne peuvent pas être débattues et faisables, bien entendu. Et à partir de là, par la suite, on va aller chercher nos mesures de mitigation, puis en regardant les valeurs qui sont là, comment on peut les aligner, les mesures de mitigation qu'on peut mettre en place et ce qu'on a fait dans nos faits pertinents, va habituellement émerger un scénario qui va nous apparaître le plus acceptable ou le moins pire. C'est souvent ça. Si on est rendu dans des décisions très, très difficiles, c'est souvent la moins pire des décisions qu'on va devoir prendre. Mais par contre, on va se trouver à avoir vraiment fait le tour de tout ça. Je m'arrête. Je, je peux peut-être arrêter le partage d'écran aussi. Vous avez à la fin là, nos contacts, tant à Karine qui est au CHUM que les miens pour le Centre-Sud. Donc, n'hésitez pas, là, si plus tard vous avez des questions, si vous souhaitez discuter de certaines choses, on est toutes les deux ouvertes à cet égard. J'imagine, Anne, que tu vas cesser l'enregistrement pour la période des échanges.